Avril 1943, Camp Hearne, Texas. Le crayon tremblait dans la main du sergent Joseph Morelli alors qu'il écrivait la lettre qui n'atteindrait sa mère en Sicile que 8 mois plus tard. Des mots qui auraient semblé impossibles quelques semaines plus tôt. Maman, ils nous nourrissent comme si nous étions des invités, pas des prisonniers, du pain blanc tous les jours, de la viande, des légumes, plus de nourriture que nous n'en avions vu en 2 ans de guerre. Je ne comprends pas ces Américains. Par la fenêtre de la baraque, il regardait les lumières électriques brillant à travers les plaines du Texas, les tracteurs travaillant dans les champs et les gardes américains partageant des cigarettes avec les prisonniers italiens. Tout contredisait ce que la propagande de Mussolini avait promis. L'Italie était censée créer un nouvel empire romain. L'Amérique était censée être faible et divisée, prête à s'effondrer. Pourtant, ici, en captivité, les soldats italiens découvraient une abondance au-delà de l'imagination. Lorsque les premiers prisonniers italiens arrivèrent au camp Hearne en avril 1943, ils faisaient partie des quelques 51 000 prisonniers de guerre italiens qui atteindraient les côtes américaines. Les premiers PG, prisonniers de guerre, italiens, avaient commencé à arriver aux États-Unis en novembre 1942 après l'invasion alliée de l'Afrique du Nord. Ces hommes s'étaient rendus en Tunisie lorsque la première armée du général Giovanni Messe s'effondra finalement après des mois sans approvisionnement. Ils s'attendaient à un traitement brutal, au travail forcé, peut-être à la mort. Au lieu de cela, ils trouvèrent ce que des milliers décriront plus tard dans leurs lettres à la maison comme un quasi-paradiso, un quasi-paradis. La fin était venue rapidement en Tunisie. Après des années de combats dans les déserts d'Afrique du Nord, les forces italiennes faisaient face à des chances impossibles. Aucun approvisionnement n'arrivait d'Italie. Les alliés allemands les traitaient comme de la chair à canon, et les forces britanniques et américaines pressaient sur 2 fronts. Parmi les 275 000 soldats de l'Axe qui se rendirent en mai 1943, se trouvaient environ 50 000 Italiens. Ces prisonniers d'Afrique du Nord formeraient le noyau de ce qui finirait par devenir 51 000 PG italiens aux États-Unis, alors que d'autres arrivaient des batailles suivantes en Sicile et dans l'Italie continentale. Le voyage de la défaite à la révélation commença dans les camps de rassemblement de Tunisie. L'efficacité militaire américaine impressionna immédiatement les Italiens. Les examens médicaux étaient complets. Beaucoup reçurent leurs premiers vrais soins médicaux depuis des années. Des vêtements neufs remplacèrent des uniformes faits plus de pièces que de tissus d'origine. Mais c'est la nourriture qui les stupéfia le plus. Après des mois de rations de survie, les Américains fournissaient du pain blanc, de la viande en conserve, du café avec du sucre et du chocolat. Les Liberty Ships qui les transportaient à travers l'Atlantique revenaient après avoir livré des ravitaillements au théâtre européen. Plutôt que de revenir à vide, ils transportaient une cargaison humaine, jusqu'à 30 000 PG par mois à l'été 1943. La traversée de 2 semaines de l'Atlantique fournit la première contradiction systématique de la propagande fasciste. Les navires eux-mêmes étaient des monuments à la productivité américaine. Des vaisseaux produits en masse à des taux que l'Italie ne pourrait jamais atteindre. Les PG italiens découvrirent que l'équipement radar qu'ils n'avaient vu que sur des navires de guerre britanniques avancés était standard sur les cargos américains. Le réfectoire du navire provoquait un choc quotidien. Les marins américains avaient des machines à glace, du café illimité, du pain frais et de la viande. Ils jetaient de la nourriture qui aurait été précieuse en Italie. Ce gaspillage désinvolte démontrait des ressources au-delà de la compréhension. Lorsque les PG italiens débarquèrent dans des ports comme Norfolk en Virginie et sur la côte ouest, ils entrèrent dans un monde qui dépassait l'imagination. Les ports s'étalaient sur des milliers d'hectares avec des quais s'étirant sur des kilomètres. Des douzaines de navires chargeaient et déchargeaient simultanément. Des grues électriques soulevaient des charges qui auraient nécessité des douzaines d'hommes en Italie. Mais le plus frappant était la prospérité civile, des parkings remplis d'automobiles d'ouvriers. En Italie, seuls les riches possédèrent des voitures. Chaque bâtiment avait l'électricité. Les magasins exposèrent des biens qui avaient disparu des magasins italiens avant la guerre. Les prisonniers voyagèrent en train de voyageurs, pas en wagons à bestiaux.
Ils roulaient dans des voitures avec sièges rembourrés, lumières électriques et voitures-restaurants. Le voyage vers le cœur de l'Amérique révéla une nation d'une richesse impossible. Chaque petite ville avait l'électricité, des automobiles et des magasins pleins de biens. Les usines tournaient sur 3 équipes avec de l'énergie électrique. Même les fermes rurales avaient des tracteurs et des lignes électriques. Le camp Hearne était désigné exclusivement pour les prisonniers italiens, tandis que d'autres camps comme camp Hale détenaient principalement des PG allemands. Le camp comprenait 4 enclos avec des baraquements, des réfectoires et des infirmeries, entourés de clôtures de barbelés surveillées par des gardes armés. À son apogée, il détenait 3860 prisonniers. Le seul camp Hearne comptait 2580 hommes PG italiens, ce qui en faisait l'un des principaux centres pour prisonniers italiens au Texas. Les camps surpassaient les standards militaires italiens. Les baraquements avaient l'électricité, des douches chaudes, des toilettes à chasse d'eau et du chauffage. Les hôpitaux contenaient un équipement indisponible en Italie depuis avant la guerre, y compris des machines à rayons X et des outils chirurgicaux modernes. Pour les prisonniers italiens, les camps étaient presque le paradis. Bien qu'il y ait eu des cas de mauvais traitement, notamment envers les SS, ils étaient logés dans des baraquements propres, avaient des douches chaudes, une nourriture abondante et pouvaient dépenser l'argent qu'ils économisaient grâce à leur travail au PX, Post Exchange local. La nourriture les submergeait. 3 repas quotidiens avec viande, légumes, pain, lait et souvent un dessert. Les repas spéciaux pour les fêtes dépassaient tout ce qu'ils avaient connu, même avant la guerre. Des employés de cuisine rapportèrent jeter plus de nourriture chaque jour que leurs familles en Italie n'en recevaient par semaine. Tout changea le 8 septembre 1943, lorsque l'Italie capitula et signa un armistice avec les Alliés. Le gouvernement du maréchal Pietro Badoglio changea de camp, déclarant la guerre à l'Allemagne le 13 octobre. Après la reddition de l'Italie, le Premier ministre instruisit les PG italiens de collaborer avec les Alliés. À partir de février 1944, l'US Army Service Corps offrit aux PG italiens aux États-Unis l'opportunité de rejoindre ce qui devint connu sous le nom d'Italian Service Units, ISU. Ils pouvaient rester prisonniers ou se porter volontaires pour les unités de service italiennes, ISU, pour travailler aux côtés des Américains dans des rôles non combattants. La réponse fut écrasante. Sur les 51 000 PG italiens détenus aux États-Unis à l'époque, plus de 45 000 rejoignirent les unités de service et furent envoyés dans des endroits souffrant d'une pénurie de main-d'œuvre à travers les États-Unis. Ils signèrent des engagements à aider contre leurs anciens alliés allemands et reçurent des privilèges qui transformèrent leur expérience. Bien qu'ils soient officiellement toujours classés comme PG, ils revêtirent néanmoins des uniformes qui ne se différenciaient que par un écusson portant le mot « Italie » cousu sur la manche gauche et sur la casquette de garnison standard. Ils reçurent aussi une allocation mensuelle de 24 $, dont seulement un tiers était payé en liquide. Le reste était émis sous forme de bons à utiliser sur la base où ils étaient détenus pour payer diverses fournitures et objets personnels. En Californie, où la guerre était palpable jusqu'à fin 1945 à cause de l'intensité des combats dans le Pacifique, les PG italiens travaillant à soutenir l'effort de guerre furent en réalité accueillis avec le plus d'enthousiasme. La grande population italo-américaine de l'État, établie depuis la ruée vers l'or en tant que pêcheurs, fermiers et vignerons, adopta les PG. L'histoire la plus étonnante étant celle des PG italiens stationnés sur Angel Island, qui organisaient des bals réguliers dans une salle à San Francisco qu'ils louaient avec leur propre argent. Utilisant leurs gains, ils organisèrent des bals le samedi soir qui devinrent des événements sociaux majeurs. Des femmes américaines y assistaient, chaperonnées, mais désireuses de rencontrer les soldats italiens. Les prisonniers de guerre italiens travaillèrent dans les champs agricoles de Californie, témoignant d'une agriculture à une échelle qui défiait la compréhension. Des fermes individuelles étaient plus grandes que des provinces italiennes. Des moissonneuses mécaniques faisaient le travail de centaines d'hommes. Les membres des issus italiens devinrent des contributeurs essentiels à l'effort de guerre américain. Ils chargèrent des navires pour le jour J, récoltèrent des cultures qui auraient pourri sans leur main-d'œuvre et entretenirent l'équipement militaire avec l'expertise acquise en Afrique du Nord.
Les unités de service italiennes fournirent plus de 90 millions de journées de travail aux États-Unis de 1943 à 1945. En termes de coûts financiers, le programme économisa au gouvernement américain environ 230 millions de dollars. Au Brooklyn Army Terminal, les prisonniers de guerre italiens chargèrent des ravitaillements pour la libération de l'Europe. Ils travaillèrent avec enthousiasme, sachant que chaque envoi rapprochait l'Italie de la liberté de l'occupation allemande. Dans les zones agricoles, ils sauvèrent des récoltes cruciales pour nourrir à la fois l'Amérique et ses alliés. En juin 1943, plus de 14 500 PG italiens résidaient dans des camps à travers les États-Unis. Alors que le programme s'étendait après la reddition de l'Italie, les travailleurs italiens devinrent indispensables dans de nombreux secteurs. L'amour fleurit malgré les règlements. Les prisonniers de guerre italiens rencontrèrent des femmes américaines lors des services religieux, d'événements sociaux autorisés et par le travail. À Ogden, dans l'Utah, une église locale organisait chaque week-end des bals chaperonnés pour les PG, et les familles italo-américaines pouvaient rendre visite aux PG le dimanche. Ces relations faisaient face à des obstacles. Les règlements militaires interdisaient les mariages entre prisonniers de guerre et citoyens américains. Pourtant, les romances trouvèrent des moyens. Des prêtres sympathiques célébrèrent des cérémonies. Des couples maintinrent leurs relations par lettres. Et beaucoup de femmes suivirent leurs fiancés italiens en Italie après leur rapatriement, se mariant là-bas avant de retourner en Amérique en tant qu'épouses d'immigrants légaux. La communauté italo-américaine joua un rôle crucial dans les régions à forte population italo-américaine. Les PG trouvèrent des familles de substitution qui les invitaient pour les dîners du dimanche, les aidaient à écrire des lettres chez eux et maintinrent des liens qui durèrent des décennies après la guerre. Noël 1943 eut un impact émotionnel profond. Les églises et organisations civiques américaines envoyèrent des colis dans les camps contenant cigarettes, chocolat et produits de toilette, des luxes même pour les civils américains. Les communautés locales organisèrent des dîners et des célébrations. Au camp Hearne, des églises locales chantèrent des chants de Noël italiens. Les églises catholiques célébrèrent la messe de minuit en latin et en italien. Le festin de Noël comprenait dinde, jambon, plusieurs accompagnements et desserts, une abondance que les Italiens n'avaient pas vue depuis avant la Première Guerre mondiale. Cette gentillesse envers les ennemis brisa les derniers vestiges de la propagande fasciste sur la faiblesse américaine. Les PG italiens écrivirent chez eux décrivant une générosité américaine que seule une nation sûre de sa victoire pouvait montrer. En 1944, des milliers de PG italiens s'inscrivirent à des programmes éducatifs. Ils étudièrent l'anglais, l'histoire américaine, les mathématiques et des compétences professionnelles. Les universités fournirent des cours par correspondance. Les camps montrèrent des films hollywoodiens et publièrent des journaux qui évoluèrent de simples bulletins d'information à des publications sophistiquées discutant de démocratie et de reconstruction d'après-guerre. Les PG italiens construisirent des théâtres, formèrent des orchestres et créèrent des œuvres d'art qui subsistent aujourd'hui en de nombreux endroits. Dans divers camps, ils construisirent des fontaines élaborées, peignirent des fresques et bâtirent des chapelles qui attirent encore des visiteurs. Il ne s'agissait pas d'artisanat grossier de prisonniers, mais d'œuvres de qualité professionnelle qui démontraient la tradition artistique italienne. Lorsque la nouvelle du débarquement en Normandie du 6 juin 1944 atteignit les camps, les PG italiens célébrèrent avec ferveur. C'étaient leurs anciens ennemis qui débarquaient en France, mais aussi les libérateurs qui allaient libérer l'Italie de l'occupation allemande. Les PG italiens travaillèrent des heures supplémentaires pour charger des ravitaillements, peignant des messages sur les caisses. Pour la libération de Rome, mort aux nazis. Lorsque Rome tomba le 4 juin 1944, les PG italiens et les Italo-américains tinrent des célébrations communes à travers l'Amérique. D'anciens ennemis étaient devenus des alliés dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Au camp Hearne, prisonniers et résidents locaux tinrent une messe de la victoire qui attira des milliers de personnes. Tout au long de la captivité, les PG italiens firent l'expérience d'une vraie gentillesse américaine. Lorsque des prisonniers recevaient des nouvelles de la mort de membres de leur famille lors de bombardements en Italie, les gardes et commandants américains assistaient au service commémoratif. Des familles locales adoptèrent des prisonniers qui avaient tout perdu.
s'assurant qu'ils ne soient pas seuls pendant les fêtes. Les soins médicaux affectèrent particulièrement les prisonniers. Des médecins italiens travaillèrent aux côtés du personnel médical américain, apprenant des techniques et utilisant un équipement indisponible en Italie depuis des années. Des prisonniers reçurent des opérations et des traitements qui n'auraient été accessibles qu'aux riches en Italie. La séparation entre prisonniers allemands et italiens devint plus prononcée après la reddition de l'Italie. Alors que les PG allemands maintenaient souvent l'idéologie nazie, les Italiens embrassèrent leur nouveau statut de co-belligérants, travaillant avec enthousiasme pour la victoire alliée. En mars 1944, l'armée américaine envoya 1800 membres d'issus à Boston. D'abord logés au camp McKay dans le South Boston, les prisonniers reçurent un accueil glacial de la part des habitants. La communauté italo-américaine de Boston considéra d'abord les PG avec suspicion, craignant qu'ils n'endommagent la réputation de la communauté en tant qu'Américains loyaux. Mais la transformation vint rapidement. Les PG italiens prouvèrent être des travailleurs industrieux au port d'embarquement de Boston. Ils chantèrent dans les chœurs d'église, cuisinèrent pour des festivals et introduisirent une cuisine italienne authentique auprès des Italo-américains de deuxième génération qui n'avaient jamais goûté de vraie cuisine italienne. En raison de tensions croissantes avec la communauté du South Boston, 1300 des membres d'issus furent transférés sur Paddocks Island, dans le port de Boston quelques mois plus tard. Sur l'île, ils jouirent de plus de liberté, les hommes de confiance étant autorisés à faire des sorties en bateau le dimanche dans le North End de Boston, où ils dînaient souvent avec des familles italo-américaines. Les PG italiens furent témoins d'une production industrielle et agricole américaine qui défiait la compréhension. Dans la Central Valley californienne, ils virent des fermes individuelles produisant plus que des provinces italiennes entières. Des moissonneuses mécaniques traitaient en heures ce qui prendrait des semaines en Italie. Ils regardaient des fruits parfaits jetés pour des défauts mineurs. Des récoltes entières étaient parfois labourées pour maintenir les prix. Un gaspillage qui aurait pu prévenir la famine en Italie, mais qui démontrait ici une capacité de production illimitée. L'attitude désinvolte envers l'abondance les stupéfia le plus. Les ouvriers jetaient des déjeuners à moitié mangés, laissaient les lumières allumées dans des pièces vides et conduisaient des automobiles pour aller travailler. Tout cela était impensable dans l'Italie en guerre, où les familles survivaient avec de maigres rations. Les hommes étaient mis au travail dans les champs ou sur des bateaux de pêche, gagnant $8 par mois. Même ce salaire modeste semblait généreux à des hommes qui n'avaient rien, et ils économisèrent soigneusement pour envoyer de l'argent chez eux après la guerre. Les prisonniers de guerre italiens laissèrent des marques permanentes sur la culture américaine. Ils introduisirent la pétanque, bocce, dans des communautés qui y jouent encore aujourd'hui. Ils apprirent aux Américains à faire des pâtes et des pizzas authentiques, contribuant à lancer ce qui deviendrait une industrie multimilliardaire. Leurs travaux décoratifs, fontaines, fresques et chapelles subsistent en des dizaines d'endroits. Les journaux de camp publiés par les PG montrèrent une transformation remarquable. Les articles évoluèrent de nouvelles sur l'Italie vers des discussions sur la démocratie, les techniques agricoles américaines et les plans pour la reconstruction d'après-guerre. Ces publications circulaient entre les camps, diffusant des idées sur la gouvernance démocratique et les méthodes modernes. Le 16 juillet 1944, les 38e et 40e compagnies italiennes des services de l'intendance, Quartermaster Services Companies, arrivèrent à l'arsenal de Rock Island par train depuis Pine Camp, New York. Ils effectuèrent des travaux de maintenance et de soutien qui se révélèrent si précieux que les commandants demandèrent des reports de rapatriement après la fin de la guerre. Sur les sites agricoles, les PG italiens démontrèrent une expertise issue de générations de traditions agricoles. Ils introduisirent des techniques qui améliorèrent l'agriculture américaine. Leur travail dans les conserveries, les chantiers navals et les dépôts militaires libéra des milliers d'Américains pour le service combattant. Les volontaires des unités de service italiennes libérèrent aussi des soldats américains qui auraient effectué des rôles de soutien pour servir au combat. Grâce à l'assistance des unités de service italiennes, moins d'hommes américains durent être enrôlés. L'échelle de l'expérience des PG italiens en Amérique
À son apogée en mai 1945, un total de 425 871 PG étaient détenus aux États-Unis. 371 683 Allemands, 50 273 Italiens et 3 915 Japonais. Les PG italiens étaient au nombre de 51 000 et étaient placés dans 21 camps dans 18 États. Contribution au travail, 90 millions de journées de travail, 230 millions de dollars économisés en coûts de main-d'œuvre, des milliers d'Américains libérés pour le service combattant, des récoltes critiques sauvées de la pourriture, succès de l'intégration. 45 000 rejoignirent les unités de service italiennes. Moins de 1% tentèrent de s'échapper. Des milliers maintinrent une correspondance avec des familles américaines après la guerre. Beaucoup revinrent en tant qu'immigrants légaux. Le rapatriement commença fin 1945, mais avança lentement. L'Amérique avait besoin de leur main-d'œuvre pour la transition vers la paix. Beaucoup de PG italiens ne voulaient pas partir. Ils avaient trouvé l'amitié et des opportunités en Amérique alors que l'Italie restait détruite et occupée. Lorsque les départs commencèrent, des communautés entières se rassemblèrent pour dire au revoir. Au camp Herne et dans d'autres camps, les journaux locaux parlèrent de perdre des amis, pas des prisonniers. Les relations formées pendant la captivité, tant romantiques que platoniques, firent face à la séparation. Entre décembre 1945 et juillet 1946, les PG italiens retournèrent en Italie emportant la connaissance de la démocratie américaine, des techniques agricoles et des méthodes industrielles. Ils devinrent les architectes involontaires de la reconstruction d'après-guerre de l'Italie, mettant en œuvre les approches américaines apprises pendant la captivité. Comme promis, beaucoup d'anciens PG retournèrent en Amérique en tant qu'immigrants légaux, parrainés par des employeurs qui appréciaient leurs compétences, des familles qu'ils avaient fréquentées ou des femmes qu'ils avaient épousées. Des milliers firent une nouvelle vie en Amérique. Ces immigrés réussirent remarquablement bien. Ils fondèrent des entreprises, particulièrement dans l'industrie alimentaire et le commerce d'import-export entre l'Italie et l'Amérique. Ils maintinrent des liens entre les nations qui facilitèrent la reprise et le commerce d'après-guerre. D'anciens PG et leurs descendants atteignirent une position éminente dans la société américaine. Ils devinrent juges, dirigeants d'entreprises, officiers militaires et leaders communautaires. Leurs enfants, élevés avec un héritage à la fois italien et américain, firent le pont entre les cultures de manière unique. Aujourd'hui, des vestiges physiques de l'expérience des PG italiens subsistent à travers l'Amérique. Au camp Herne, une petite chapelle construite par des prisonniers en 1945 tient toujours debout. Construite pour honorer 5 hommes morts au camp, elle présente du béton travaillé pour ressembler à du marbre et sert de site de pèlerinage pour les descendants. Des terrains de pétanque de Californie au Massachusetts tracent leurs origines aux PG italiens qui introduisirent le jeu. Des festivals italiens dans des endroits improbables comme le Texas et l'Utah célèbrent l'héritage des PG. Les recettes enseignées par les cuisiniers PG restent des traditions familiales. Mais les vrais monuments sont les familles et les communautés transformées par cette expérience. Les relations commerciales établies dans les années 1940 continuent à travers les 3e et 4e générations. Les relations de villes jumelées entre villes américaines et italiennes trouvent leur origine dans les connexions des PG. Les historiens reconnaissent l'expérience des PG italiens comme remarquablement réussie pour transformer des ennemis en alliés. Contrairement à une rééducation traditionnelle par propagande, les PG italiens furent convertis par l'expérience témoignant de la démocratie et de la prospérité américaine de première main. Plusieurs facteurs contribuèrent à ce succès. La reddition de l'Italie en 1943 changea le statut des PG d'ennemis à co-belligérants. Les communautés italo-américaines fournirent des ponts culturels. La foi catholique partagée par beaucoup d'Italiens et d'Américains créa des liens. Les difficultés économiques d'avant-guerre de l'Italie rendirent les PG réceptifs aux alternatives. L'abondance et la gentillesse américaine contredisaient la propagande fasciste. Le contraste avec les PG allemands est instructif.
Alors que les Allemands maintenaient souvent l'idéologie nazie malgré un traitement similaire, les Italiens adoptèrent presque universellement les valeurs américaines. Cette différence reflétait des facteurs culturels et le moment de la reddition de l'Italie. L'expérience des PG italiens influença profondément les deux nations. Pour l'Amérique, elle démontra le pouvoir de la gentillesse et de la prospérité pour gagner les cœurs et les esprits. Pour l'Italie, les PG de retour apportèrent des connaissances qui contribuèrent au développement démocratique d'après-guerre et à la reprise économique. D'anciens PG aidèrent à établir des liens commerciaux entre l'Italie et l'Amérique qui facilitèrent le commerce et les investissements. Ils introduisirent des techniques agricoles et industrielles américaines qui modernisèrent la production italienne. Plus important encore, ils portèrent des souvenirs d'une démocratie fonctionnant avec succès, fournissant des modèles pour le gouvernement italien d'après-guerre. Le programme réussit parce qu'il reposait sur la démonstration plutôt que sur l'endoctrinement. Les PG italiens virent la société américaine fonctionner efficacement tout en traitant les ennemis avec dignité. Ils furent témoins d'une capacité de production qui rendait la victoire inévitable. Ils firent l'expérience de niveaux de vie qui exposaient les promesses fascistes comme des fantasmes. À partir des années 1970, d'anciens PG italiens organisèrent des retrouvailles en Amérique. Ces rassemblements célébraient la transformation et l'amitié plutôt que la captivité. La réunion de 1988 au camp Hearn attira des centaines d'anciens PG et des milliers d'Américains qui les avaient connus. Les vétérans parlèrent de gratitude pour la gentillesse américaine, de vie transformée par la captivité, d'ennemis devenus famille. Leur témoignage soulignait que leur emprisonnement avait été une chance, ouvrant des portes à la démocratie, la prospérité et l'amitié. À ces retrouvailles, des hommes âgés arrivés en tant que soldats de Mussolini embrassèrent des gardes américains devenus des amis de longue vie. Leurs petits-enfants, américains et italiens, jouaient ensemble, preuve vivante de la réconciliation. Pourquoi les PG italiens appelaient-ils les camps américains un quasi-paradis ? Non pas parce que la captivité était agréable, mais parce qu'elle révélait des possibilités qu'ils n'avaient jamais imaginées. Ils découvrirent que la prospérité venait de la liberté plutôt que de la conquête, que la diversité créait de la force plutôt que de la faiblesse, que la démocratie fonctionnait mieux que la dictature. Ils virent des Américains ordinaires vivre mieux que l'aristocratie italienne. Ils virent des ouvriers posséder des automobiles, des fermes utiliser des machines, des usines produire de l'abondance. Ils firent de l'expérience de la gentillesse d'ennemis que leur propre gouvernement ne leur avait jamais montré. Le paradis était relatif, comparé à des années de guerre, de famine et de mensonges, de propagande. Les camps américains offraient de la nourriture, de la sécurité et de la dignité. Comparé à ce qui attendait dans l'Italie bombardée et occupée, l'Amérique représentait l'espoir et l'opportunité. L'expérience des PG italiens enrichit durablement la culture américaine. La pizza, aujourd'hui une industrie multimilliardaire, fut popularisée en partie par des cuisiniers PG qui apprirent aux Américains sa préparation authentique. La culture espresso, des décennies avant Starbucks, fut introduite par des prisonniers italiens dans des communautés qui n'avaient jamais goûté de vrai café. Dans de petites villes à travers l'Amérique, des festivals italiens célèbrent les liens nés de l'expérience des PG. À Hearn, au Texas, la réunion annuelle des PG devint une tradition communautaire. Dans la Central Valley californienne, des vignobles fondés par d'anciens PG ou leurs descendants produisent des vins en utilisant des techniques apportées d'Italie. L'impact linguistique fut significatif. Des milliers d'Américains apprirent l'italien auprès des PG, créant une génération de locuteurs d'italien qui faciliterait les échanges commerciaux et culturels d'après-guerre. Des mots italiens entrèrent dans les vocabulaires locaux, particulièrement pour la nourriture et l'agriculture. Au-delà des 230 millions de dollars immédiats de valeur de main-d'œuvre, les PG italiens contribuèrent à des connexions économiques à long terme. D'anciens prisonniers, devenus citoyens américains ou ayant maintenu des relations commerciales, facilitèrent des milliards de commerces entre l'Italie et l'Amérique. Les techniques agricoles qu'ils apprirent et mirent en œuvre en Italie aidèrent la reprise agricole d'après-guerre de cette nation.
Les méthodes industrielles qu'ils observèrent influencèrent la fabrication italienne, contribuant au miracle italien des années 1950 et 1960. Les entreprises américaines bénéficièrent des liens avec d'anciens PG qui comprenaient les deux cultures. Les sociétés d'import-export, les entreprises alimentaires et les partenariats de fabrication prospérèrent grâce aux relations nées dans les camps de prisonniers. Des études sur d'anciens PG italiens révélèrent des résultats psychologiques remarquables. Contrairement à beaucoup de populations de PG qui souffrirent de traumatismes durables, les prisonniers italiens en Amérique montrèrent des taux plus bas de dépression et d'état de stress post-traumatique, ESPT, que les soldats italiens qui n'avaient pas été capturés. Les psychologues attribuent cela à plusieurs facteurs. Un traitement excellent dépassant les attentes, un travail significatif donnant un but, une intégration sociale réduisant l'isolement, des opportunités éducatives offrant de l'espoir et la transformation du statut d'ennemi à allié après la reddition de l'Italie. L'impact psychologique s'étendit aux familles. Les enfants d'anciens PG rapportèrent souvent que leur père parlait positivement de leur captivité, ce qui était inhabituel pour des expériences de guerre. Ce cadre positif influença la dynamique familiale et les perspectives internationales pendant des générations. L'histoire des PG italiens en Amérique démontre la capacité de la guerre à créer des transformations inattendues. Des hommes arrivés en tant que soldats de Mussolini partirent en tant que défenseurs de la démocratie. Des ennemis devinrent des amis. Des prisonniers devinrent des partenaires et beaucoup devinrent finalement des Américains. Par des actes simples, partager de la nourriture, fournir des soins médicaux, permettre le culte religieux, autoriser la correspondance avec les familles, l'Amérique convertit des adversaires plus efficacement que toute propagande n'aurait pu le faire. Les PG italiens virent la société américaine à son meilleur et voulurent cette prospérité et cette liberté pour leur propre nation. Leur contribution alla au-delà du travail. Ils enrichirent la culture américaine, renforcèrent les communautés italo-américaines et construisirent des ponts entre les nations qui perdurent aujourd'hui. Leurs descendants, que ce soit en Italie ou en Amérique, incarnent la possibilité de la réconciliation et de l'amitié après un conflit. Les PG italiens trouvèrent leur quasi-paradiso, non pas dans les camps eux-mêmes, mais dans la révélation de ce que la société pouvait accomplir grâce à la démocratie et à la liberté. Ils retournèrent en Italie, portant des graines de transformation qui aideraient à construire une nation démocratique à partir des ruines du fascisme. En fin de compte, 51 000 soldats italiens capturés en Afrique du Nord découvrirent dans la captivité américaine ce que l'empire de Mussolini ne pourrait jamais fournir, la dignité, l'opportunité et l'espoir. Ils appelèrent cela le paradis, non pas parce que c'était parfait, mais parce que cela leur montra que la perfection était possible. Par leur transformation, des ennemis devinrent famille, et deux nations trouvèrent une amitié qui perdure à travers les générations. Leur héritage nous rappelle que même dans les moments les plus sombres de la guerre, l'humanité peut prévaloir, que la gentillesse peut conquérir là où les armes ne le peuvent pas, que montrer aux ennemis une meilleure voie peut les transformer en amis. Les PG italiens qui trouvèrent le paradis en Amérique prouvèrent que la réconciliation est possible, que l'exemple de la démocratie est puissant et que traiter les ennemis avec dignité peut donner une victoire plus durable que n'importe quel triomphe sur le champ de bataille. Les camps ont pour la plupart disparu aujourd'hui, rendus à l'agriculture ou transformés en banlieue. Mais à Hearne, au Texas, une petite chapelle se dresse. En Californie, les terrains de pétanque résonnent encore de voix italiennes. Dans d'innombrables communautés américaines, des familles tracent leurs racines jusqu'à un soldat italien qui trouva le paradis en captivité et choisit de rester. Ils arrivèrent en guerriers d'un empire déchu. Ils partirent en bâtisseurs d'un avenir démocratique. Ils arrivèrent en prisonniers. Ils découvrirent le paradis. Et dans cette découverte, deux nations trouvèrent une amitié que ni la guerre ni le temps ne pourraient briser.